Bonjour à tous. Pour cette journée sur la data et l'IA, on a voulu inviter un très beau panel d'assureurs qui vont nous parler de l'impact de ces technologies et de l'évolution des consommateurs sur les modèles de l'assurance. Moi, je suis Romain Caillé, je suis consultant et ancien assureur. Je suis ravi d'animer cette table ronde avec nos invités. Ils nous donneront un peu les clés du succès dans ce monde qui change. Je vous laisse vous présenter. Bien sûr, donc très rapidement, ce n'est pas la partie la plus passionnante. Moi, Arthur Desnouveaux, je suis directeur du pilotage de la transformation pour le groupe Covea. Et donc, en une seconde, Covea, c'est MMA, MAF, GMF, c'est aussi Partner Ray, et c'est aussi des structures spécialisées comme Covea Affinity, Covea PJ, Fidelia. Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Limar-Wolf, je dirige en France Alliance Direct. Donc, Alliance Direct, c'est la filiale pan-européenne d'assurance digitale du groupe Alliance, qui assure plus de 3 millions de clients en Europe et qui a pour objectif de répondre aux besoins des nouveaux assurés qui souhaitent une expérience digitale mais qui ne souhaitent pas sacrifier la qualité du service client. Nous nous sommes installés en France en juillet 2023, puis nous avons accéléré notre croissance en février 2024 par l'acquisition de Luco. Et donc, nous travaillons maintenant tous ensemble pour réaliser notre ambition sur le marché français. Bonjour à tous, Nathalie Doré, je suis directrice Impact Innovation chez BNP Paribas Cardiff, donc la filiale assurance de la banque. Alors, on est en architecture ouverte, donc la moitié de notre chiffre d'affaires, on le fait avec la banque. L'autre moitié avec des distributeurs externes, donc d'autres partenaires bancaires, des retailers, des telcos, des automobiles. Donc on opère dans une trentaine de pays. On a 80 millions d'assurés dans le monde via donc, un panel de 500 distributeurs. Quelques chiffres, on a 8000 collaborateurs. On fait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 milliards de JWP et puis on a un peu plus de 250 milliards d'actifs sous gestion. Donc on est plutôt un assureur de personnes, on le verra plus tard. Bonjour à tous, je suis Fabien, je suis le cofondateur de NIT et je pensais vous donner quelques chiffres, mais après ces chiffres-là, ça va paraître ridicule. NIT, c'est une insurtech dans le secteur de ce qu'on appelait avant l'assurance affinitaire et qu'on appelle maintenant l'assurance embarquée. C'est beaucoup plus sexy. Et on a commencé il y a un peu plus de 2 ans et aujourd'hui on assure plus d'1 million de personnes à travers 50 produits d'assurance qu'on a créés maison avec des clients comme... des grands clients comme des filiales du groupe BNP, des banques, des Pierre et Vacances, voilà, ce genre de clients. On est sur une dizaine de secteurs, on est 80 personnes et notre ADN, c'est vraiment de créer des produits d'assurance sur mesure en marque blanche pour les distributeurs. Donc on est sur un format de distribution B2B2C et on gère 100% de la gestion. Donc on essaie de contrôler toute la chaîne de valeur, à part prendre le risque de bilan, ça c'est pas notre métier. Voilà. Et donc la société a une forte croissance, on est présent dans 16 pays et c'est que le début de ce qu'on veut faire. Bonjour, Christophe Bandois, donc je suis à la fois cofondateur avec Noureddine Bekrar et CEO de Léocare. Nous, Léocare, on est né en effet avec la tendance InsurTech en France en 2018 et je pense qu'on verra dans notre échange d'aujourd'hui que si on attendait d'acteurs comme nous à une époque d'être des distributeurs gestionnaires un peu digitaux par la technologie, on voit que notre métier a changé. Je serais un peu différent de ce que dit Fabien. Notre métier, c'est pas d'être porteur de risque. Contrairement à l'introduction, on n'est pas assureur. Et pour autant, je pense que demain, on le sait tous, que la problématique, c'est de continuer à assurer les Français. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui quand on discute avec nos partenaires. Le ratio maison-appartement est presque la première question. Le taux de tout risque est la deuxième question. Donc on voit bien qu'il y a une vraie problématique de fond sur la capacité d'assurance et donc le rôle de Léocare qui a été d'aller chercher des consommateurs digitaux. On voit bien aujourd'hui est beaucoup plus MJA et d'accompagner finalement le marché vers cette tendance et d'utiliser les technologies non pas pour faire que de l'autonomie ou de l'expérience client, mais de continuer à rester compétitif sur ce marché qui va devenir de plus en plus compliqué. Super, merci beaucoup. Dans cette étude, on voit bien que le secteur de l'assurance dont vous êtes des représentants bouge. On voit qu'il y a des nouveaux risques. Ils ont mentionné le cyber, les climatiques. On voit aussi que la relation client, elle change. Même si
l'humain reste au centre en fait de la relation client. Je ne sais pas si tout le monde a noté dans l'étude, mais on voit dans cette étude, on a vu qu'il y a 50% des clients qui pensent que l'IA générative pourrait remplacer le conseiller à terme. Donc on peut se poser la question, est-ce que tout ça, ça va changer un peu notre secteur ? Et est-ce que ça va remettre en cause en fait, les modèles, en fait, les fondements des modèles assurantiels ? Donc ma première question pour lancer le débat, c'est de savoir, est-ce que les produits vont changer ? Peut-être on commence par Christophe, de l'autre côté de la table, si vous voulez bien. Quand on a créé les Hawkers, donc on vient de la technologie. Pas de surprise, on ne vient pas du monde de l'assurance. Donc on avait construit plutôt des grandes sociétés de services par le passé, en ayant travaillé dans beaucoup de secteurs d'activité B2C, les télécoms, les médias, utilities, etc. Et donc c'est vrai qu'on a une vision très technologique, très, très connectée. Et on pensait beaucoup à l'usage, etc. Quand on s'est créé en 2018, on travaillait avec Google à l'époque et on avait la glycémie dans les lentilles de Google, donc on avait des visions très très fortes. Et on voit au fur et à mesure, avec ce qui s'est passé dans le marché, que tout ce qui pouvait être IoT, connecté, blablabla, aujourd'hui, un acteur comme Veolia sait détecter une fuite d'eau, et puis il sait avec la fréquence. Les voitures sont à peu près toutes connectées depuis 2015, donc toute cette vision qui était de rajouter plein de choses connectées, on voit bien que par la technologie existante et embarquée, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là où nous, on était plutôt nés pour accompagner beaucoup d'usages nouveaux, différents. Alors c'est vrai que post-Covid, je crois que les voitures font à peu près 1000 km de moins par an. Avec le télétravail, on doit aller peut-être 2, voire 3, ça dépend des entreprises, de moins de jours. Donc on comprend bien que quand on est plus à la maison, on va arrêter plus vite la fuite d'eau, il y aura peut-être moins de vols. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont impactantes. Mais je pense que le point de nos futurs, sur les 5-10 prochaines années, il n'est pas temps de savoir si on va faire gagner 2-3% à quelqu'un qui va être connecté. On l'a vu dans l'étude qui a été présentée, tout le monde, c'était 43%, c'était énorme, ou 30% des gens veulent le connecter. Et au final, c'est quelques pourcents du marché français. Ça prouve bien qu'il y a une grosse ambiguïté, finalement, entre la data qu'on veut partager et le service qu'on veut arriver. Donc de manière un peu surprenante. Je pense que si on a vu cette discussion il y a 4-5 ans, Romain, on aurait tous parlé de connecté, d'IoT, de blablabla, etc. Je pense que quand on regarde la réalité aujourd'hui, je pense que les Français, et il suffit de regarder les statistiques de ce qui s'est passé au 1er janvier, entre les augmentations, entre les acteurs qui ont le droit par la loi Hamon de résilier tout un ensemble de clients qui sont considérés comme n'étant plus suivant un certain nombre de critères. Et je pense que la technologie, et pas simplement la technologie de l'actuaire, mais la technologie dans son ensemble, devient un élément déterminant pour continuer cet enjeu d'assurabilité. Même si en effet nous ne sommes pas porteurs de risque, il n'empêche que je pense qu'on considère qu'on travaille à deux sur ce sujet et que l'enjeu du S sur P, c'est pas le problème de l'assureur, c'est le problème, je dirais, du partenariat au regard du marché. Et pour faire ça, on voit que par exemple un téléphone mobile, ça parle. Votre version d'OS, je vous promets que suivant si vous automatisez ou pas la mise à jour de votre version, ça nous raconte quelque chose sur vous. Et aujourd'hui, juste pour expliquer par exemple ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et les datas, la problématique de l'assurance, c'est une fois que la personne a souscrit, que le sinistre arrive, quelque part le S sur P est là. Alors on peut discuter pendant des heures du taux de garage agréé, etc. Mais la problématique, elle est plutôt avant. Et donc ce qu'on est capable aujourd'hui avec la technologie, c'est plutôt de faire apparaître des publicités auprès de qui on est intéressé, plutôt que d'arroser, de se poser des questions après, est-ce que le parcours de souscription est joli, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de parcours de souscription, les 5 questions, les 7 questions, les 10 questions, les 30 questions, tout le monde, suivant ce qu'on veut déterminer, on est avancé. Mais je pense que la technologie, elle change. C'est-à-dire que là où on était resté plutôt dans une vision actuarielle de l'assurance, je pense qu'on doit avoir une vision vraiment tech au sens... le canal par lequel, le temps qu'on est resté dans le parcours, etc. Tout ça, c'est des vrais indicateurs de souscription et de S sur P. Et juste un autre élément par rapport à l'IA. Quand on a travaillé, on lance cette année un nouveau produit, donc avec un partenaire, mais c'est vraiment nous qui l'avons conçu de bout en bout. Eh bien, quand mes collègues mettaient une nuit à faire des simulations, aujourd'hui, ils en font plus d'une dizaine par jour. Donc on voit bien que c'est quand même aussi des éléments impactants et c'est pas simplement le bot, etc., qui sont, je pense, des choses un peu plus traditionnelles. Je vais passer pendant des heures, mais je ne sais pas. Merci beaucoup, Christophe. Et peut-être en termes de risques, est-ce qu'on voit des changements spécifiques, des nouveaux risques sur ces éléments-là ?
plutôt pour Nathalie peut-être. Oui, alors oui, on voit des nouveaux risques. On voit aussi qu'on s'améliore sur ces risques-là. Peut-être, alors comme je vous disais, on est plutôt un assureur de personnes, donc je vais aller plutôt sur des sujets de santé. Un point positif quand même dans un contexte très challenging, sur les populations fragiles, on arrive désormais à mieux comprendre les maladies, à mieux comprendre le traitement et du coup à mieux couvrir des populations fragiles. Par exemple, on l'a fait sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin type maladie de Crohn. On l'a fait plus récemment sur le VIH. Donc désormais, on arrive à couvrir des personnes qui étaient exclues ou qui avaient énormément de surprimes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Après, quand je dis qu'on est dans un monde challenging, c'est quand on regarde l'évolution des maladies, voilà, le tableau, il est quand même plutôt négatif. Si je prends un autre exemple sur le sujet du surpoids et de l'obésité, voilà, c'est un chiffre qui a triplé en moins de 50 ans. Si on regarde les tendances pour 2050, aujourd'hui, on a 30% de la population mondiale qui est atteinte de ces problèmes-là, et ça sera plus de 50% d'ici 2050. Donc on voit qu'on a devant nous des tendances qui sont préoccupantes, et il faut qu'on fasse un travail donc déjà de mieux couvrir les malades, donc ça c'était le premier point, et puis aussi de mieux éviter les maladies. Et pour répondre à votre question, pour moi c'est le deuxième changement majeur qu'on voit opérer actuellement, c'est les assureurs qui remontent dans la chaîne de valeur et qui vont beaucoup plus sur la prévention plutôt que d'être juste au moment de la réparation du sinistre. Et on voit beaucoup d'écosystèmes de services. Alors nous c'est quelque chose dans lequel on croit énormément. On est plutôt allé tester ça en Amérique latine, donc on a une expérience aujourd'hui avec beaucoup d'écosystèmes de services, que ce soit santé, employabilité. Sur l'employabilité, par exemple, on a une plateforme, donc le client qui s'assure contre le chômage. Et dès le premier jour de son assurance, il peut utiliser des services, ce qui est assez différent. Avant, c'était quand il devenait au chômage. Et ces plateformes de services lui permettent de se former, parce qu'aujourd'hui, une compétence, elle est obsolète au bout de 2 ans. Donc là, on a un partenariat avec Coursera pour s'upskiller tout au long de sa vie, refaire son CV, savoir s'il est au prix du marché, savoir s'il a les compétences recherchées par le marché. Et donc, avec tous ces services d'employabilité, in fine, on va éviter d'avoir plus de gens au chômage. Et c'est win-win, puisque pour l'individu qui s'assure... OK, il s'assure contre le chômage, mais ce qu'il veut avant tout, c'est pas être au chômage. Et puis pour l'assureur, c'est moins de finis. On préfère investir dans l'avance de phase sur la partie prévention. Puis c'est des choses, voilà, maintenant qu'on lance désormais en Europe. On l'a lancé là récemment sur l'Ibérie, sur Espagne, Portugal, et on voit qu'il y a une appétence sur ces plateformes d'écosystèmes qui permettent de diminuer les risques. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Nathalie. On voit, nous, dans le secteur de l'assurance affinitaire embarquée, cette notion de service devient très prégnante. Et globalement, les produits n'ont pas beaucoup évolué, même pas du tout évolué depuis 10 ans. Est-ce que vous utilisez vos assurances carte bancaire plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Est-ce que vous savez ce que vous avez comme assurance carte bancaire? Donc, il y a une nécessité très forte de faire évoluer ces produits. D'où l'importance, et ce qu'on a fait chez NIT, d'avoir ce statut de MGA, de pouvoir co-construire avec nos porteurs de risques, mais de partir un petit peu d'une feuille blanche à chaque fois qu'on veut attaquer un nouveau marché, que ce soit sur le voyage, sur les extensions de garantie, sur la high-tech, plutôt que de reproduire, finalement, d'être juste un passe-plat qui digitalise un produit. On pense qu'on peut aller plus loin que ça, s'attaquer vraiment à la matière première du produit. Et il faut arriver à coller aussi aux nouveaux usages. Sur la high-tech, on voit qu'il y a un phénomène très fort. L'assurance peut permettre aussi de favoriser la réparation plutôt que de remplacer, d'étendre la durée de vie de nos produits, de réduire nos déchets technologiques et donc notre bilan carbone. Et donc ça, en proposant des produits finalement qui vont aussi avoir du sens pour les consommateurs et qui vont permettre, nous, dans notre schéma B2B2C, aux distributeurs de se positionner fortement comme un acteur de l'économie circulaire, etc. On voit que là, on arrive à augmenter les taux de conversion de manière très forte avec vraiment une évolution produit et pas uniquement une évolution parcours ou une facilité de déclaration de sinistre. Donc moi, je trouve que c'est assez passionnant de s'attaquer un peu vraiment à la matière première. On le voit sur le voyage aussi, par exemple. On a sorti une des premières annulations sans justificatif avec Pierre et Vacances. Et en fait, on est arrivé à doubler les taux de conversion avec un produit qui est plus premium, qui est plus cher, mais où, en appuyant sur un bouton, la veille du départ, on se fait rembourser de manière très automatisée. Donc la technologie permet non seulement la distribution et le sinistre, mais aussi de travailler sur le cœur du produit et donc
de le rendre plus pertinent, plus cohérent avec les nouveaux usages. Et ça, je pense qu'on n'est qu'au début un petit peu de cette évolution, en tout cas dans notre secteur, et que la technologie favorise beaucoup les choses. Mais la technologie doit être toujours, en tout cas c'est notre vision, en soutien du produit et de la distribution. Ça ne doit pas être de la tech pour la tech. Et pourtant, on a 50% de nos effectifs en tech et ils me coûtent très cher, tous ces développeurs. Mais c'est toujours important de replacer au cœur les garanties. C'est ça notre métier. Vous avez dit qu'il y a les usages qui changent, on adapte les produits aux typologies de clients, on rajoute du service dans les produits d'assurance. Est-ce que, en fait, on personnalise un peu plus les produits aux clients? Est-ce que, à votre avis, ça remet en cause en fait le principe de mutualisation des produits d'assurance? Désolé, je te prends la parole. Sur la question de savoir si les produits vont changer à cause de la technologie, la conviction chez Covéa, qui donc pour le coup a quand même le gros de son chiffre d'affaires et de ses primes qui viennent de l'assurance dommage sur le particulier, c'est un peu que non. C'est-à-dire que les produits sont là, ils évoluent évidemment en fonction de l'économie et du marché. On a vu les assurances auto couplées à une LOA ou une LLD évoluer, je ne crois pas que ce soit lié à l'IA générative. Mais ce qu'on voit évidemment, c'est tout cet écosystème autour, c'est tout ce qu'il y a de serviciel, et c'est aussi, et c'est quand même toujours ce qu'il y a de principal quand on veut attirer un client, le tarif. Et donc, il s'agit à la fois d'être efficace, efficient, le mot que vous voulez, dans la manière dont on gère nos parcours de vente, dont on gère notre indemnisation, dont on gère tout ce qui, finalement, va être des coûts que l'assuré va supporter à la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en revanche, avec l'IA générative qui devient meilleure, c'est notre compréhension fine de nos clients. Et donc, la capacité à leur proposer le bon produit. Mais ce produit, on l'a probablement déjà en catalogue. Il s'agit plutôt de vraiment comprendre de manière fine ce qu'il y a dans tout un foyer. Est-ce que c'est les bonnes couvertures? Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce que le multi-équipement qu'on propose a du sens? Et ainsi de suite. Et donc, nous, notre vision, c'est beaucoup plus que la donnée et l'IA générative nous permettent de comprendre le client, nous permettent de l'adresser de manière différente et vont nous permettre de lui faire des meilleurs tarifs en étant plus efficaces. Mais pas au fond de changer le produit ou de changer les garanties. Si ce n'est évidemment, et ça je rejoins, sur des nouveaux marchés, voilà, il y a de l'assurance embarquée, on parle du cyber, le marché n'est pas encore mature, il n'y a pas de produit standard sur le cyber. Donc là, évidemment, c'est des marchés sur lesquels il y a tout à construire, les produits vont changer, et peut-être que l'IA, notamment sur des risques comme le cyber, va structurer ce marché-là. Mais sur les gros marchés historiques, c'est quand même beaucoup plus une question de mieux servir plus efficacement et moins cher, plutôt que d'aller changer quelque chose au cœur du moteur. Merci Arthur. Christophe, quand on a préparé cette table ronde, tu me parlais justement du foyer du multi-équipement. J'imagine que ça doit résonner un peu avec l'approche de Léocare. Quand on a travaillé dans les autres secteurs B2C, notamment on peut penser aux télécoms, hein, on mettait le doigt dans le téléphone voilà, pour faire un numéro. On a inventé le triple play, c'est pas pour rien, hein, c'est que les technologies étaient là et c'est que le modèle économique arrivait à ses limites. Avec beaucoup d'humilité et finalement de regarder le temps, on a tendance à croire quand même que quand on voit que tout le monde augmentait les tarifs, quand on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de résiliations, etc., on voit ce qu'a donné sur les lois Hamon, il y a des statistiques très claires sur le sujet. Je ne pense pas qu'on puisse continuer en ayant cette vision verticalisée avec le hamburger pour la voiture, le hamburger pour la maison, etc., où on cumule quand même beaucoup de choses, et que en ayant une meilleure connaissance du foyer, alors j'ai prêché pour notre paroisse, hein, on lance là en 2025 le fait que quand on souscrit, on propose de décrire toute la famille pour automatiser finalement l'information vers l'assistance, vers la conduite accompagnée sans déclarer un enfant, etc., etc. Donc on n'a rien inventé, on a pris ce que font les Netflix, etc., les acteurs de la musique qui cherchent à créer finalement une émulation. Et au-delà de l'intérêt S sur P que tout le monde connaît sur le multi-équipement, on n'y est pour rien, on ne l'a pas inventé, on n'était pas arrivé que c'était déjà le cas. Mais par contre, la connaissance, je pense qu'elle va donner une opportunité peut-être d'aller faire évoluer les produits. Alors il y aura certainement des enjeux réglementaires que je ne maîtrise pas aujourd'hui, mais la mutualisation au sens produit du terme, peut-être que un jour, alors certainement pas dans les 2-3 prochaines années, mais peut-être dans la décennie qui arrive, on arrivera à avoir une assurance yard qui couvrira en effet la voiture, la moto, le vélo et l'habitation. Non pas que ce soit une envie, mais peut-être que pour continuer à permettre à quelqu'un qui serait dans une zone où on n'a peut-être pas trop envie de prendre sa maison,
Mais bon, s'il met la voiture et l'assurance scolaire, etc., peut-être que ça peut fonctionner. Quelque part, qu'est-ce qu'on fait les banques assureurs? Alors la vente liée est interdite, mais enfin, un prêt avec un taux et un prêt sans le même taux avec l'assurance, c'est un peu quand même ce que ça a donné. Donc c'est une force, soyons très clairs, c'est une force sur ces sujets-là. Et je pense que ça peut être, je ne dis pas que j'ai raison, je dis dans la réflexion qui est comment on continue à assurer, comment grâce à la technologie on peut donner une perspective qu'il ne va pas y avoir des zones non assurables, que les voitures neuves avec des jeunes, ça sera de plus en plus difficile, etc. Eh bien, par la compréhension du comportement, et puis je ne vais pas anticiper, mais je pense que vous l'avez très bien dit, hein, le reproche qui est fait à l'assurance, c'est de manquer d'interaction. Et par les technologies, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir au moins une interaction par mois avec les gens. Pourquoi? C'est pour les connaître. Donc, prendre en photo ses pneus, informer au démarrage des skis, etc. On a tout un ensemble de ce qu'on appelle de marronniers dans d'autres métiers, qui permet justement d'interagir, essayer de mieux apprendre. Et peut-être que en comprenant mieux, en étant peut-être force de proposition au bon moment, en essayant de travailler le multi-équipement, on arrivera au fur et à mesure peut-être à mutualiser des garanties, peut-être mutualiser des contrats, et pour arriver peut-être un jour au contrat unique qui permettra peut-être de donner une perspective à l'assurance yard pour tous, et peut-être pas démutualiser comme ce qu'on commence à entendre, hein, quand on voit la ville de Paris qui a quand même assuré tous les logements sociaux, Lille a fait son appel d'offres, Grenoble est en cours, etc. On voit qu'il y a quand même de la démutualisation qui pointe le nez, et quand on regarde d'autres pays, on voit que les conséquences... ce n'est pas des conséquences positivement sociales, on va dire. Et pour rester encore une dernière fois sur le produit, on a évoqué l'assurance connectée, l'auto, l'habitation, la santé. Pour autant, ce n'est pas encore la majorité du marché. Quelle réaction vous avez ou quelle position vous avez par rapport à ces produits qui sont innovants? On l'a vu dans l'étude et on a pu le voir aussi dans la croissance du marché. L'appétit client, en théorie, il est là. Maintenant, c'est à nous de répondre aux attentes. Et pour répondre aux attentes, il faut bien réussir deux choses dans l'assurance connectée. Un, il faut qu'il y ait un avantage tarifaire. C'est très clairement dit par l'étude et c'est très clairement une demande des clients. Et deux, il faut que l'expérience client soit bonne. Il ne faut pas avoir à brancher 4 outils qui marchent une fois sur 2, qui donnent des mauvais résultats, qui ne fonctionnent pas bien. Parce qu'en fait, là, quelque part, c'est pire que mieux. Donc si on arrive collectivement à répondre à la demande en proposant des bons tarifs, donc en apportant un avantage tarifaire, et une expérience client qui est bonne, alors on pourra répondre aux attentes des clients et faire croître le marché. Merci. D'autres réactions ou d'autres positions sur... Bon, alors, désolé, hein, j'ai l'impression de monopoliser la parole, ça me dérange, mais... ce qu'on disait en introduction, on a beaucoup pensé à l'IoT. Le problème, par exemple, dans la santé, nous, on a démarré les Léocare dans la santé et on a vu très vite qu'on pouvait avoir plein de choses. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. On pouvait avoir la montre avec le cardio, on pouvait avoir éviter de se piquer tous les jours pour les gens qui sont concernés, etc., etc. Il y a eu le RGPD. En France, on va très très loin sur ce sujet, de mon point de vue, peut-être trop loin, ce qui empêche certainement des innovations pardon, dans l'intérêt des Français. Mais ce qui a vraiment changé, je pense que là où on a voulu mettre, comme disait Fanny tout de suite, des trucs un peu connectés partout, ceux qui ont connu les télécoms, on sait que le firmware, c'est une catastrophe, hein, de mettre dans la nature des objets connectés, c'est catastrophique. Alors, bien sûr pour la planète, mais aussi en termes de maintenabilité. Si vous demandez à un opérateur télécom, c'est quoi son plus beau cadeau de Noël? C'est de se séparer de la box. Netflix et d'autres ont compris hein, que l'enjeu, c'était pas la box. Et donc, aujourd'hui, oui, la majorité... Qu'est-ce qui se passe? Tous les acteurs du B2C, peu ou prou, sont condamnés par leur marge à faire des services complémentaires. On voit bien que tous les constructeurs auto veulent faire de l'assurance, pas parce que c'est directement lié, mais c'est aussi parce que c'est du revenu. C'est vrai dans les utilities. On voit à l'étranger beaucoup d'acteurs télécoms qui vendent de l'assurance. Ça ne devrait pas tarder en France, vraiment, au sens yard du terme, pas juste le smartphone. Et donc, quand on est dans cet univers et que la technologie, c'est-à-dire que l'acteur qui est vraiment capable d'être interconnecté en temps réel et peut récupérer la présence, par exemple, de la famille. On sait quand des gens sont connectés sur une borne Wi-Fi, c'est très facile à récupérer. On peut avoir un SI connecté avec un acteur des commandes de l'eau qui nous signale une fuite d'eau, etc., etc. Donc oui, le connecté
a radicalement changé parce qu'aujourd'hui, c'est pas mettre. Je vais vous faire rire. Nous, on avait déposé un brevet qui était une vignette connectée. Super lucide, les gars. Heureusement qu'on l'a pas déployé. Hein. Mais voilà, on y croyait très fort. Ça faisait tout, hein. C'était génial. Sauf que maintenant, dans la voiture, alors c'est un peu cher, hein. Ça nous coûte, suivant les constructeurs, entre 0,8 et 1 euro par mois. Donc ça fait beaucoup, hein. Rajouter 12 euros sur une prime yard, quand on cherche la compétitivité, c'est pas évident. Mais je pense que c'est ça qui doit changer. Et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'enjeu technologique. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, avec tout le respect de tous mes partenaires, les nouveaux acteurs MJA comme nous, ils sont nés dans la tech. Ils ont un SI qui est totalement virtualisé. Enfin, donc il n'y a pas de problématique de performance, d'interopérabilité, etc. Et je pense que c'est ça, à ça qu'on sert. C'est finalement faire ce lien entre la data et ce côté connecté qui a du sens. Et on n'a pas besoin de dire au client qu'il est connecté. Je veux dire, le fait de savoir qu'on peut récupérer, que vous avez une fuite d'eau par votre compteur Veolia, voilà, sauf si vous me faites moins 15%, ça m'intéresse. Mais je pense qu'on va arriver au connecté, non pas dans ce truc déclaré ou mettre un truc dans la boîte à gants ou un machin sur le port ODB2, mais assez naturellement parce que ça va être positivement impactant. Et après, on n'a pas besoin, alors au-delà du RGPD et l'autorisation, mais je pense que c'est ça l'élément très différenciant entre on a voulu en mettre partout et aujourd'hui, ceux qui fournissent la donnée par rapport aux objets qu'on va assurer, nous les mettent à disposition. Tout l'enjeu, c'est d'en faire un usage intelligent. On a parlé pas mal du produit. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu du client. Dans l'étude, on disait que la plupart des consommateurs utilisaient les chatbots. Demain, est-ce qu'on ne parlera plus qu'à un chatbot? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est ça que les clients veulent? Comment vous voyez les impacts en fait, de l'IA dans la relation avec les clients? Fanny, peut-être? Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir un présupposé que davantage de digital, davantage d'IA, ça veut dire moins d'humain et moins de qualité. C'est pas ce à quoi nous on croit chez Alliance Direct. Nous, ce qu'on croit, c'est que l'IA, passer du digital à l'IA, c'est un peu comme passer de l'ordinateur à clavier à la tablette. C'est un changement complet d'ergonomie qui en fait est beaucoup plus proche de l'humain et qui permet aussi de ramener des populations plus éloignées du digital vers le digital. Alors, après, tout l'enjeu, c'est de le faire bien. Et je pense que c'est là où c'est difficile. Et je pense qu'on a tous eu un jour dans notre vie de consommateur cette expérience qui vaut mieux un bon call center qu'un mauvais chatbot. Et c'est là où est le principal enjeu. C'est pas, à mon sens, dans l'injection d'humains complémentaires ou la perte d'humains, c'est dans la capacité à utiliser ces outils pour délivrer une expérience de qualité. L'IA peut nous aider puisque l'IA, elle est capable de prendre un input non structuré, un humain qui explique oh là là, j'ai une fuite d'eau dans ma maison, ça coule dans ma chambre et l'électricité marche plus dans mon entrée, et d'en faire un output structuré qu'un système d'information est capable d'utiliser. C'est complètement différent du digital première génération où vous avez ce long questionnaire extrêmement structuré, anxiogène, on l'a vu dans l'étude, pour demander au client en fait, de faire tout le travail de structuration pour que le système d'information puisse s'en emparer. Et donc, on voit vraiment l'IA comme offrant toute cette opportunité finalement de davantage s'adapter à l'humain pour plus de qualité et de rapidité de service. Et peut-être Arthur... Bon, on est sur la même ligne chez Covea pour le coup, c'est-à-dire qu'on n'attend pas une grande révolution, on ne s'attend pas à ce que l'humain disparaisse, bien au contraire. L'assurance, ça reste ce métier avec un cycle économique à verser, où on essaye de vendre de la confiance à des gens qui sont un peu obligés de nous l'acheter, qui espèrent jamais avoir à s'en servir, et le jour où ils s'en servent, en général, c'est grave. Et donc, à ce moment-là... Nous, on a des études qui nous montrent que c'est important qu'il y ait un humain en face. On n'est pas du tout comme un acteur bancaire. Enfin, en tout cas, je parle sur le yard. L'assurance vie, c'est peut-être autre chose. Où on a 10 000 touchpoints, où les gens rêvent de se connecter à notre appli, voir si le salaire est tombé chaque mois. C'est pas ça l'idée. Et donc, pour nous, c'est vraiment de réussir à garder l'humain, quand ça fait sens, et qu'à ce moment-là, l'humain soit le plus efficace possible. Que le conseiller ait la bonne information, puisse faire la bonne suggestion, et qu'on lui fournisse avec l'IA les outils pour le faire. Et puis aussi
que à tout un tas de moments où on n'est pas capable de mettre un humain et où c'est pas rentable, et ben les parcours soient agréables, agiles. Et c'est là que l'IA vient augmenter le digital. C'est vraiment cette métaphore du passage de l'ordinateur à la tablette qui est vraiment très bien. C'est-à-dire, il faut que ça se passe bien. Quand vous avez envie d'avoir votre attestation d'assurance scolaire, honnêtement, parler à un conseiller pour le faire, ça vous fait pas rêver. Et donc, il faut que le process digital augmenté par l'IA soit efficace. Et donc, nous, c'est vraiment garder l'humain au cœur, parce que c'est ça qui fidélise, c'est ça qui va permettre de garder une base de clients forte. Mais pour le coup, tout le reste, et encore une fois, tout le reste, un, parce que c'est plus agréable, deux, parce que souvent c'est plus cost-effective, et ben, il va falloir mettre du digital et de l'IA intelligemment. Et dans le B2B2C? Alors, on veut mettre beaucoup d'IA, on en met déjà beaucoup. Après, c'est trouver le bon mix entre IA et humain. Et pour moi, ça passe par deux choses. La première, c'est quand on s'adresse au client, finalement, on lui laisse le choix. Donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, récemment avec un de nos partenaires Orange sur de l'assurance device électronique. Lors du sinistre, on pose la question au client, est-ce que vous voulez passer par un process de réponse traitement automatique et immédiat? Donc, du coup, on lui montre la valeur, il va avoir une réponse tout de suite. Et en même temps, on le rassure en lui disant que si jamais l'analyse automatique n'arrive pas sur une acceptation immédiate, il repassera dans un process avec de l'humain qui réétudiera son dossier. Et en fait, quand on fait ça, on voit, on a 98% des clients qui répondent oui, je veux passer par l'IA parce que ça va être plus rapide. Et de toute façon, si c'est négatif, je repasserai par un humain. Donc, c'est une logique de parcours qu'il faut arriver à intégrer et donc bien montrer la valeur au client. Et puis la deuxième chose pour moi, c'est aussi montrer nos valeurs. Là, typiquement, on lui explique bien qu'on ne va pas faire du refus automatique et on refuse de le faire. Donc on le rassure sur cette partie-là. Après, on partage aussi d'autres valeurs qui sont, il y a toujours une porte de sortie humaine, mais en effet, on va proposer beaucoup de digital et beaucoup de rapidité parce que c'est ce que cherche une bonne partie des clients. Donc voilà, on essaye de rassurer sur comment on va traiter l'IA pour éviter qu'il y ait des malentendus et des peurs comme on peut les voir parfois. Bon, donc on pourra encore parler à des humains quand on a un sujet d'assurance. Ceci dit, vous avez tous parlé quand même d'automatisation d'une partie des tâches, d'amélioration de la performance. Est-ce que vous pensez en fait que ces nouvelles technologies vont avoir un impact sur l'emploi dans le secteur ? Je peux commencer parce qu'on doit être le plus gros employeur autour de la table en France, du moins. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de métiers qui vont quand même être impactés. Nous, on a l'impression que ça va beaucoup toucher, et en tout cas, c'est peut-être parce que c'est ce qu'on veut voir, ce qui est externalisé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose autour des experts quand même qui est en train de se jouer. On voit un nombre de solutions augmentées par l'IA qui sont capables de gérer un certain nombre de cas d'expertise relativement simples. Et donc, je pense que les experts vont finalement se retrouver avec les tâches les plus à valeur. C'est relativement logique, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit. Avec le corollaire, c'est que quand on automatise un peu tous les sinistres les plus simples, il faut sûrement augmenter notre capacité à aller lutter contre la fraude. C'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que si je regarde là où sont le gros des effectifs, c'est quand même sur les plateaux d'appel. Et les plateaux d'appel, leur dimensionnement est souvent fait en fonction de pics. Et on a un problème pour gérer les pics, donc soit on externalise et ça nous coûte très cher, soit on les gère mal. Et là, cette technologie-là va peut-être nous permettre d'aller lisser les pics, notamment voilà, quand on a des gros orages de grêle comme on a eu il y a quelques années. Si on est capable d'avoir des chatbots ou des voicebots intelligents qui sont capables de prendre de la prédéclaration, et ben finalement le client est satisfait, moi j'arrive à absorber mon pic et j'ai pas besoin d'aller faire de l'externalisation qui coûte très cher, et ça se retrouve dans le tarif. Bon, et puis évidemment le dernier point, c'est les agences. Alors les agences, je ne crois pas que ce soit un problème d'IA en tant que tel. C'est un problème de vague digitale qui arrive depuis plusieurs années, que l'IA amplifie et accélère, mais il y a une vraie question de quel va être l'équilibre entre du brick and mortar et du téléphone et du 100% digital. C'est possible que dans les agences, ça change un peu, mais est-ce que ça va être une attaque sur l'emploi ou est-ce que dans les agences, les métiers vont changer ? Nous, on voit que voilà, y a la prise de rendez-vous est plus importante, ils passent plus de temps au téléphone, ils font de la visio, mais qu'il y a encore toute une catégorie de clientèle qui est contente de venir chez nous. Après, il y a sûrement un biais dans le fait que nous, notre sociétariat est relativement âgé et relativement patrimonial et a encore l'habitude de rentrer. Qu'est-ce que ça va être avec les nouvelles générations qui vieillissent ? Ça, j'aurais plus de mal à le dire, mais à 5 ans, on ne voit pas de grands changements. Merci. On a parlé des agences et différents types de profils. Alors, j'en rajouterai un, je pense, qui est pas mal impacté, ce sont les commerciaux. Alors, nous, c'est vrai, on est en B2B2C, donc forcément,
On a une force de vente qui travaille avec le distributeur. Et finalement, on voit que ce sont des métiers qui sont complètement en train de se transformer, puisque ça devient presque des tech advisors, puisqu'en fait, ils vont venir mettre beaucoup de technologies sur le moment de vente chez nos partenaires. Donc, forcément, ça s'accompagne par de la formation, par de l'expertise, par des centres d'expertise à leur disposition. Donc, il y a tout ce volet-là qu'il faut qu'on déploie, et on est en train de le faire, pour accompagner ces forces de vente qui ont un métier qui est complètement différent d'il y a peut-être même 5 ans ou 10 ans. Ouais, c'est vrai, je vous ai un peu orienté là dans les questions, mais depuis le début, là, on parle beaucoup de tech, d'éléments structurants qui changent la manière de faire votre métier d'assureur. Est-ce que ça change aussi les profils des gens que vous recrutez, les compétences que vous en attendez? Alors pour les commerciaux, oui, mais même au-delà. Alors, nous, on n'est pas un gros employeur, on est 113, on n'est pas des milliers. Ce qu'on voit quand même, pour avoir recruté des gens qui naissent de grandes entreprises, l'IA, la data change le métier de tout le monde. Qu'on soit à la finance, qu'on soit au marketing, au product bien évidemment, à la relation client, nous c'est clair, tout le monde doit être compétent. Il n'y a pas de chef. Et on a eu quelques problèmes et on a été obligé de les traiter. Il y a des gens qui ne comprenaient pas que pas parce qu'on est responsable d'un service, on doit savoir être dans Metabase, dans Tableau, faire soi-même ses reporting. Alors, ça peut paraître très surprenant, mais moi, je pense que dans n'importe quel groupe, n'importe quelle taille, quel que soit le chef, celui qui ne sait pas accéder à l'information de l'entreprise, ça me semble compliqué. Parce que, finalement, aujourd'hui, c'est le temps qui compte. Et si c'est pour demander à un tel, qui un tel me fait les chiffres, qui fait mon reporting, qui vient me le poser sur mon bureau et l'imprime, ça ne me semble pas être ce que les outils nous permettent de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'appeler la data pour savoir quel est le taux de transfo du mois passé ou une segmentation particulière. Vous voyez. Donc, je pense que, de mon point de vue, ce qui change, pour le coup, profondément et radicalement, on a parlé beaucoup vers le client, vers l'Excel, etc. Et moi, je pense que c'est tous les métiers en interne, et vraiment tous. Pour moi, un DAF, aujourd'hui, il est totalement autonome. Il n'a pas besoin d'appeler le marketing pour avoir les affaires nouvelles, la transfo, le je sais pas quoi. Tout est disponible. On a mis en place un système d'information. Alors, c'est facile, on est petit. Alors là, je ne dis pas le contraire. Quand on a des millions de clients, c'est plus compliqué. Et quand on a 30 ou 40 ans d'IT, le décommissionnement, ça n'existe pas. Bon, voilà. Mais quand on est tout jeune, un vrai décommissionnement. On décommissionne des outils, oui. Je suis taquin. Mais je pense que c'est vrai. Sincèrement, si ceux qui veulent vraiment s'épanouir demain et qui ont... Alors, tous les SI ne le permettent pas, mais d'être capable d'être autonome dans l'analyse des datas dont on a besoin pour son métier, ça rend l'assurance super sympa. Alors, l'assurance super sympa, puisque maintenant, alors, on est tous formés à l'IA. Qu'est-ce qu'on fait concrètement alors, de super sympa dans vos compagnies autour de l'IA générative et de la data? Est-ce que vous pouvez partager quelques histoires? Alors moi, je trouve que l'IA et la technologie est vraiment un vecteur de partenariat très fort dans toute la chaîne de valeur. Donc que ça soit avec nos porteurs de risques, on a 8 porteurs de risques, et donc là, on utilise la tech pour mieux communiquer, pour avoir de l'information en temps réel, pour pouvoir ajuster les programmes. Au niveau des distributeurs, c'est un changement de paradigme total, parce que grâce à la technologie, il y a une autonomie très forte de la part des distributeurs pour pouvoir proposer des solutions d'assurance embarquées, soit sous format serviciel, soit sous format assurantiel. Là, par exemple, on est capable d'aller directement prendre des catalogues marchands dans des Shopify, dans des Magento, donc dans leur infrastructure, les scanner avec l'IA, et parfois des catalogues de dizaines de milliers de produits, allouer les bons produits d'assurance, créer les fronts dans les parcours. Donc, ils sont quasiment autonomes maintenant sur la capacité de proposer de l'assurance à leurs clients, et donc d'augmenter leur marge, d'augmenter la fidélisation, le repeat client. Donc ça, c'est quelque chose que la technologie permet et qui, in fine, permet finalement de réduire ce fameux protection gap, parce que plus les distributeurs peuvent proposer des produits d'assurance, plus évidemment les gens peuvent être couverts avec des produits très intéressants. Donc ça, je pense que c'est un des use cases. On a tendance à dire que la technologie va créer des abus. On parle peut-être pas assez aussi des bienfaits de la technologie. Plus de gens peuvent être protégés et avec des meilleurs produits. Et finalement, au niveau distributeur final, ce qui est intéressant aussi avec l'IA, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, que nous on travaille beaucoup chez NIT,
c'est la capacité de personnaliser les produits d'assurance embarqués au niveau du client final. Personnalisation au niveau du distributeur, on sait déjà le faire, avec des produits sur mesure, en marque blanche, quand on fait les assurances Chin-Chin d'Aflelou pour protéger les prothèses auditives. Il y a de l'innovation, mais finalement, elle est plus produit que technologique. En revanche, quand demain, vous allez rentrer les 6 premiers chiffres de votre carte bancaire, qu'on va pouvoir identifier en scannant immédiatement les conditions générales de vos cartes bancaires, ce pourquoi vous êtes assuré, et mettre ça en lien avec le produit que vous devez acheter, et donc l'assurance qui est liée à ce produit, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans l'IA, parce qu'en fait ça demande des puissances de calcul énormes pour pouvoir, en temps réel, dans un parcours de souscription, de pouvoir dire. Et donc là, on va pouvoir arriver à personnaliser et à dire, voilà, Nathalie, dans ta carte bancaire, tu as déjà cette assurance voyage, donc ne la prends pas, mais vu que tu pars dans ce pays, voilà, on va pouvoir upsell et cross-sell et arriver vraiment à avoir des assurances très impactantes parce que sur mesure. Et ça, je pense que c'est dans notre secteur, en B2B2C, finalement, sur toute la chaîne de valeur, on voit des applications. Évidemment, la gestion de sinistres, je pense que c'est le premier, la chose la plus évidente, où on peut automatiser 93% des sinistres, ce qui n'empêche pas qu'on a des équipes, on en parlait tout à l'heure, l'humain reste aussi très important. Mais pour moi, la vraie rupture va être finalement au niveau de la distribution et au niveau de nos partenariats avec nos porteurs de risques. Alors, je suis entièrement d'accord. Il y a un premier levier qui est la tech permet de rendre l'assurance plus accessible. Déjà, en termes de canaux, on est plus proche des clients. Nous, on a Cardiff.fr où on permet d'avoir accès à un bon nombre de nos assurances. Ça permet aussi de prendre un contexte client, donc de mieux le comprendre, de mieux le connaître, d'être plus pertinent. Donc ça, c'est très, très important. Et après, sur la tech, nous, on est convaincus que ça n'est qu'un moyen. Donc voilà, on le disait, on est plutôt technopool que technopush. Enfin, on va aller chercher les usages et la tech est au service de ces usages-là. Et on est persuadé que c'est très important. Après, alors c'est peut-être lié à notre modèle économique d'être en architecture très ouverte et très partenariale. On ne fera pas la tech tout seul et on ne la fait pas tout seul. Donc on va chercher des partenariats stratégiques. On va chercher aussi par le biais d'investissements des alliances avec des acteurs de la tech. Alors on est très, très engagé dans le monde des startups, que ce soit startups, scale-up, mais aussi dans le monde des big tech et même dans le monde des insurtech, on va chercher des alliances parfois qui peuvent étonner. C'est ce qu'on a fait avec les Lemonade, et je regarde Cécilia parce qu'elle est là. Voilà, on a fait une alliance où on est venu mettre sur la table des compétences, des atouts différents qui font que, in fine, ça a permis de mettre en place des nouveaux services avec beaucoup d'immédiateté pour le client, qui était ce qu'il recherchait. Non, moi, pour continuer dans les grands groupes, nous, on a essayé d'en mettre un peu partout dans la chaîne de valeur. Alors, on a fait un socle de dématérialisation qui gère donc les documents et notamment, ça nous aide pour la LCBFT. On avait beaucoup de verbatim clients dont on avait une exploitation qui n'était pas excellente. Et donc ça, il y a vraiment des outils maintenant d'IAGEN qui permettent de faire des choses. Sur la protection juridique, on a lancé des grands programmes pour vraiment tester à l'échelle, mais dans une unité qui justement avait un SI pas trop vieux et ainsi de suite. Donc ce qu'on a fait, c'est un outil qui permet d'aider à la qualification du dossier. Vraiment savoir s'il va être pris en charge ou pas et s'il a plutôt une chance d'être résolu à l'amiable ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au passage, on a résolu un certain nombre de pain points qui étaient souvent les gens envoient le dossier, c'est écrit à la main et ça prend beaucoup de temps pour les conseillers pour le lire. Là, on a fait des trucs qui sont capables de transférer cette écriture manuscrite en une écriture informatique digitale qui ensuite est résumée. Donc ça, assez intéressant. Ça fait gagner du temps aux conseillers, ça aide à mieux qualifier les choses avec des usages très différenciés. C'est donc le conseiller est junior et dans ce cas-là, on l'aide sur des trucs assez basiques, ou s'il est senior face à un cas compliqué, parce que ça coûte très cher de faire appel à la cellule spécialisée sur les cas compliqués. Et puis quand même, on a aussi essayé d'en faire un peu pour la RSE. Et donc on a un exemple qui est assez sympa que là on est allé acheter à l'extérieur, qui est notre assisteur. On donne un certain nombre d'infos sur une voiture accidentée et on est capable avec une très bonne précision de savoir si c'est une épave ou pas. Ça évite un aller-retour au garage. Dans ce cas-là, on l'envoie directement à la casse. Et donc ce petit outil-là qui n'a l'air de rien économise beaucoup de tonnes de carbone par an, ce qui est assez sympa. Super. D'autres pratiques que vous souhaitez, que vous pouvez partager, parce qu'on ne peut pas toujours tout partager? Ouais, très brièvement.
déjà, le prérequis chez Alliance Direct au niveau européen, c'est que la satisfaction client doit rester haute. Donc ça, c'est la première évaluation, le premier critère à l'aune duquel on évalue toutes les initiatives d'IA ou de digital. Et ensuite, il y a 2 cas d'usage qu'on poursuit plus particulièrement. Le premier, c'est, et on l'a vu dans l'étude, tout le service client, donc ce qui n'est pas du sinistre ni de la souscription, 100% digitalisé avec de l'IA, mais pas que, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, on met le label IA dessus, mais en fait, c'est juste du digital bien orchestré et rapide. Et deuxièmement, la gestion de sinistres. Donc, on est en train de tester aux Pays-Bas la gestion de sinistres en 60 secondes. Ça ne marche pas pour tous les cas de figure, évidemment, mais Alliance Direct est suffisamment gros, on a quand même 3 millions de clients, et suffisamment mature pour être capable de supporter les coûts de ces proof of concept et ensuite de les passer à l'échelle. Parce que l'investissement dans le proof of concept, c'est une chose, mais après, il y a l'investissement dans le passage à l'échelle. Et c'est là où c'est très difficile, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie réalisation de la valeur théorique et également je dirais la capacité d'en faire bénéficier un nombre suffisamment grand de clients pour que ça vaille le coup, sans compter que ça vient souvent avec une modification des drivers de valeur sur la chaîne de valeur, et donc il y a un coût d'opportunité aussi qu'il faut être capable d'avaler. Et comme le disait très justement Arthur, le tarif, ça reste quand même le nerf de la guerre. Les clients ne sont pas forcément prêts à payer beaucoup plus pour de l'IA ou du digital. En fait, ils veulent plutôt payer moins. Et donc, il faut s'assurer de la viabilité économique de tous ces projets qui n'est pas toujours évidente à complètement ancrer. Ok, merci beaucoup. On a parlé des produits qui changent, de la relation client, de l'utilisation de l'IA. Est-ce que vous pensez aussi que la structure du marché change un peu? C'est-à-dire qu'il y a des changements dans les rapports de force de la chaîne de valeur entre les courtiers, les assureurs, les producteurs, les distributeurs. Est-ce qu'on assiste à des reconfigurations de marché ou de rapports de force? Alors, c'est déjà en train de se passer, et je rebondirai sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les alliances et l'open innovation. Enfin, moi, je trouve que ça a déjà changé le panorama du marché, donc c'est déjà en train de se passer, et ces usages de la tech vont encore plus augmenter ce genre d'alliance et de partenariat à l'avenir. Donc, on est déjà dans cette phase-là. Ce que je disais en introduction, nous, on a démarré notre métier en pensant qu'on était juste courtier. On s'est fait fermer une ligne de code avec Generali, donc on a compris que notre métier, ce n'était pas que distribuer et gérer. Donc on a subi, on a appris. On voit bien qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de signature, un monde MJA porteur de risque sans une vision parfaitement alignée. Donc je pense que ça change, je pense, je n'étais pas là dans ce métier avant, mais je sens que le mot confiance, qui est un peu souvent un mot utilisé dans l'assurance, est plus que jamais vrai, et il faut quand même aller la chercher et la gagner. Nous, aujourd'hui, on a 8 partenaires différents. Ça veut dire qu'en termes de données, de transparence, pour pouvoir avoir cette délégation de gestion, pouvoir co-construire le produit, je pense que ça, c'est déjà une réalité. Et on voit bien que les acteurs en place aujourd'hui disent à peu près tous la même chose, que dorénavant, pour être une insurtech, un MJA, on appelle ça comme on veut, le discours, c'est pas juste je vais distribuer, je vais gérer, c'est un peu plus haut en disant voilà, mon produit c'est ça, voilà ses forces, ses faiblesses, on le co-construit, on le secoue ensemble et on le met à jour de manière régulière. Et je pense que notre métier dorénavant, c'est aussi venir tous les trimestres avec une clôture très claire de S sur P et avec des recommandations de segments, etc. Donc je pense que vraiment, j'ai la sensation en tout cas, que juste courtier, c'est presque impossible aujourd'hui de trouver des partenaires. On attend de nous autre chose. Et quelque part, ça semble évident parce qu'on amène aussi une autre vision client, d'autres données, d'autres data qui peuvent donner un regard différent, qui peut donner confiance à lancer ces délégations. D'autres réactions? Moi, je ne suis pas très clair s'il y a un mouvement, j'allais dire, continu. Je pense qu'il y a plus de risques de rupture.
Et que notamment aussi tous ces algorithmes, tous ces accès à la data, les grands groupes comme nous qui sommes très heureux d'avoir des années de données actuarielles pour faire nos tarifs, on peut voir émerger des nouveaux acteurs. Il faut qu'ils soient très solides financièrement, qui pourraient venir nous faire concurrence avec en fait moins de données, ou plutôt moins de profondeur historique, mais des données beaucoup plus granulaires et faire des choses qui viennent disrupter notamment la capacité à aller chercher le client. Moi, j'ai toujours en tête l'exemple de Volvo qui avait lancé une assurance en Suède qui avait capté 17% du marché. Voilà, 17% du marché. Il faut quand même voir comment ce genre de rupture peut arriver ou pas. Et j'ai l'impression qu'avec ces technologies, il y a une possibilité d'eux. Et comme toutes les ruptures, c'est hyper dur de prévoir, mais ça fait partie des risques qui n'existaient pas et qui existent, je pense, maintenant. 17%, je ne veux pas le temps, mais c'est énorme. C'est énorme, et évidemment, ils n'assuraient pas que des Volvo. Après, ils sont allés le faire pour d'autres constructeurs. Ils avaient une capacité à faire un bon pricing, le bon moment de vente, la bonne interface. Ouais. Alors du coup, avec ces risques de rupture, la technologie qui se mélange avec les produits d'assurance, le modèle relationnel qui est de plus en plus digitaux, etc. Je vais vous poser la dernière question, qui est peut-être la plus difficile. Je vais vous demander en fait, c'est quoi pour vous les clés du succès? Comment vous pensez que dans votre compagnie, dans votre acteur, quel avantage compétitif vous pensez qui va vous permettre de passer ces évolutions? Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on termine sur cette question-là. Dans ce cas-là, je commence. Pour moi, c'est simple, c'est la qualité de la donnée, notre capacité à l'utiliser. Nous, on est tout le contraire de Christophe. On a probablement plein de données, mais elle est mélangée un peu partout. Elle n'est pas d'une qualité incroyable. Et on n'arrive pas à en tirer toute la substantifique moelle. Si on y arrivait, on aurait un vrai avantage compétitif. Donc, c'est très basique, mais moi, j'ai l'impression que nous, cette accélération technologique doit nous faire encore plus rebosser nos fondamentaux autour de la donnée. Chez Alliance Direct, on pense qu'il faut le faire bien. Donc l'avantage compétitif, c'est une expérience digitale distinctive de qualité et en confiance. Si on arrive à répliquer ça sur le marché français, on pense qu'on aura un avantage fort. Alors je pense, même si on n'en a pas beaucoup parlé, qu'un élément différenciateur, et c'est très important pour nous, c'est le design de service. Parce qu'en fait, on l'a vu, on va être sur des sujets digitaux, hybrides, donc avec un mix quand même de process qui sont de plus en plus compliqués. Le design de service, c'est aussi mettre le client au centre et être toujours très proche du test online avec le client, parce qu'in fine, c'est lui qui fait la loi en achetant ou pas, en utilisant ou pas. Et le design de service, c'est aussi mettre tous les sujets d'impact by design, puisqu'en fait, nous, quand on fait de l'innovation, il y a deux critères. Il y a les revenus, parce qu'on n'est pas une ONG, on est là pour se développer, et les critères d'impact qu'on veut se développer durablement. Et je trouve que cet aspect de design de service qu'on développe de plus en plus répond à tous ces challenges-là qui sont quand même des gros sujets de préoccupation. Alors nous, on est sur des produits non obligatoires, donc je pense qu'une des clés, c'est d'avoir des produits qui sont utiles, qui sont transparents et qui vont vraiment permettre aux clients finaux d'avoir une protection adéquate avec leurs besoins. Et donc, in fine, vont être mieux distribués parce qu'ils vont permettre d'ajouter quelque chose dans la chaîne de valeur pour nos distributeurs. Nous, chaque année, je prends le risque de donner un nom à la nouvelle année pour les Hawkers. Et cette année, c'était The Missing Link, donc en 2025. On n'a jamais eu autant de discussions, de sollicitations avec des leaders de chaque secteur B2C en France. Donc je rejoins ce qu'a dit Arthur. Cette effervescence en dehors totalement de l'assurance, mais de gens qui ont le foyer ou l'objet, est assez phénoménal, vraiment, je trouve. Et nous, l'enjeu, c'est d'être le chaînon manquant entre l'assureur et ces gens qui ont besoin de ça pour exposer, mieux travailler leur clientèle, etc. Super, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour avoir partagé votre vision du marché. Merci et à puis, tous. Vos petits secrets pour gagner.